c'est un auteur qui a plein de BD qui sont pas connectées entre elles, qui sont vraiment indépendantes, mais dans lesquelles vous retrouvez toujours les mêmes chara-design. Parce qu'il va utiliser ces chara-design en fait comme s'il s'agissait d'acteurs qui incarnaient différents rôles dans chacune de ces BD. Donc vous allez retrouver une cohérence graphique dans chacune des BD où vous avez l'impression que c'est le même univers, mais c'est bien des entités différentes, comme si un réalisateur réembauchait toujours les mêmes acteurs pour jouer des rôles très différents de film en film. Voilà. Donc, on va parler de J'ai tué Adolf Hitler. Alors, si je me contentais de vous faire le pitch, eh bien, ce serait tout simplement un tueur à gages qui est engagé pour remonter le temps et tuer Adolf Hitler. Sauf que, factuellement, c'est ce qui se passe dans la BD, mais on va dire concrètement, c'est pas, ouais, voilà, c'est pas du tout de ça dont parle la BD. Alors oui, on le voit, oui, c'est l'action, mais on s'en fout. Dans les BD de Jason, très clairement, l'action en fait est un prétexte en fait à parler d'autre chose. Ce qu'il faut voir avec Jason, et ce pourquoi il est génial cet auteur, euh, c'est que quand vous ouvrez hop, une de ces BD, là par exemple celle-ci, donc je prends une page au hasard, voilà, là vous voyez hop, toutes les cases se ressemblent, c'est très souvent tac, quasiment la même chose entre deux cases, trois cases, voire une page entière. Les cases, les dessins sont très dépouillés. Hop, on va mettre de ce côté-là. Donc les dessins sont très dépouillés, il y a peu de dialogue, il y a peu d'action, et pourtant c'est génial. Alors, pourquoi c'est génial? Parce que, en fait, Jason va travailler sur le hors-champ et le non-dit, ou le sous-entendu. En fait, à la lecture d'une BD de Jason, vous avez le même ressenti que devant les peintures de Hopper. Hopper, si vous ne connaissez pas le nom comme ça, c'est celui qui avait fait une peinture de Diner, qui est très connue, qui est très souvent reprise, en fait, auquel on fait très souvent des références. Et du coup, quand vous regardez cette peinture, en fait, vous voyez des gens attablés le soir dans un diner qui mangent, et quelque part, l'action qu'on voit, on s'en fout, en fait. On ressent tout ce qu'il y a eu avant ou ce qu'il y a autour, en fait. On ressent que c'est des gens qui ont une vie. Et c'est juste comme une photographie prise à un instant T, où en fait on se doute qu'il y a plus que ce qu'on voit. Et Hopper travaillait là-dessus. Hopper travaillait sur cette question du hors-champ de ces peintures. Et c'est la même chose pour Jason. En fait, c'est la question de qu'est-ce qui se passe entre les cases, qu'est-ce qui se passe avant la bande dessinée, qu'est-ce qui se passe après la bande dessinée. Là, moi, c'est un auteur que j'avais découvert avec simplement une planche hors contexte sur Internet, où c'était un homme qui fumait devant une fenêtre et le téléphone sonne hors champ. 4 ou 6 cases sur une planche où ce n'est que ça. Et c'était fantastique. En une planche hors contexte, il y avait une puissance narrative qui était énorme. On reparlera peut-être de cette planche un jour si on aborde la bande dessinée Le perroquet de Frida Kahlo, puisque c'est dans le perroquet de Frida Kahlo. Là, aujourd'hui, on va parler de celle-ci, de J'ai tué... Oui, j'ai tué Adolf Hitler, j'allais dire comment j'ai tué Adolf Hitler, mais c'est simplement J'ai tué Adolf Hitler. Première planche de la bande dessinée, on découvre du coup un tueur à gages dont la compagne essaye de l'émoustiller, essaye de lui mettre un peu un coup de pied aux fesses pour qu'il réagisse, pour qu'il fasse quelque chose, alors que lui-même est en train de viser quelqu'un pour le tuer. Il le tue, la séquence est finie, puis on découvre que visiblement on est dans un univers où les tueurs à gages sont légaux. On peut légalement engager quelqu'un pour assassiner. Ou en tout cas, si ça n'est pas légal, il y a un énorme laisser-faire. Hein. C'est vraiment, on peut tuer des gens dans la rue, on n'est pas arrêté, il n'y a personne qui s'inquiète vraiment de la situation. Enfin, c'est un univers très surprenant là-dessus. Comme je disais, cette histoire de voyage dans le temps, c'est sympa. Mais on s'en fout en fait. Il y a des incohérences narratives et on s'en fout. C'est pas la question. La question de cette bande dessinée, quand je vous ai montré tout à l'heure
là, le fait que, hop, les cases étaient toutes identiques, en fait, toute la bande dessinée reprend exactement le même gaufrier. Et ça, c'est très volontaire dans cette BD, parce que cette BD, elle va parler de la monotonie. Elle va parler de la monotonie dans le couple, de l'érosion du couple face à la monotonie. Et donc, toute cette mise en page vise à créer une monotonie pour le lecteur. Il faut voir que Jason, il met en place des choses dans ses BD, notamment la notion de contretemps. Par exemple, alors j'invente un exemple, mais donc on a ce couple qui n'est plus, puisqu'ils se séparent, qui se retrouve et qui dit quelque chose comme est-ce que tu prends toujours 2 sucres dans ton café? Oui. Et sur une phrase aussi bateau, aussi banale, Jason va faire exactement la même case qui est juxtaposée, mais cette fois-ci qui marque un silence. Quand il fait ça, en fait, il force le lecteur à s'arrêter sur la séquence. Il force le lecteur à s'arrêter sur le dialogue. En fait, ça sous-entend que le dialogue qu'on vient de lire est plus important qu'il n'y paraît. Parce que qu'est-ce qu'il raconte, ce dialogue? En fait, il raconte plein de choses. Il raconte que on suit des personnages qui ont été en couple, qui connaissent les habitudes de chacun. On suit des personnages qui ne sont plus en couple, mais on suit aussi des personnages pour qui l'évocation de cette vie de couple crée un silence. C'est-à-dire qu'elle fait remonter une émotion telle que les personnages, en fait, marquent un silence tous les deux pour accuser le coup. C'est juste, est-ce que tu mets 2 sucres, est-ce que tu mets toujours 2 sucres dans ton café? Mais c'est plus que ça, en fait. L'évocation, c'est là où je parlais du hors-champ, du non-dit, du sous-entendu. Vous voyez comment dans cette ligne de dialogue extrêmement simple, il y a une puissance narrative qui est bien au-delà de simplement occuper, on va dire, la scène en faisant faire quelque chose au personnage, en leur faisant du coup prendre un café. Voilà, c'est beaucoup plus que ça. Et toute la BD est construite de cette manière-là. Donc vous avez beaucoup de contretemps, vous avez des contretemps, vous avez des ellipses, vous avez des pauses voilà, dans le récit qui vont vous forcer en fait à vous arrêter dans la lecture, à réfléchir en fait, à accuser le coup vous aussi de ce qui vient d'être dit, même si c'est des phrases aussi simples que le nombre de sucres dans un café. Surtout sur une question, comme j'ai dit, où là on va bien comprendre que c'est la question de la monotonie. La dernière case de la BD va rompre ce rythme-là. Elle va avoir un format légèrement différent des autres. Et donc, pareil, ce format-là, légèrement, non seulement d'un côté ouvre un potentiel vers le futur, puisque c'est une case qui va être plus grande que les autres, mais qui n'est pas beaucoup plus grande. Donc en fait, on comprend bien qu'avec une case, je vous montrerai pas la page, mais avec une case qui est simplement sur le gaufrier qu'on a vu, prend 2 cases habituellement. On a cette potentialité de quelque chose de plus grand, une potentialité de nouveauté, mais on sent qu'il y a toujours quand même ce poids de ce qui a été vécu. On n'est pas sur un énorme potentiel, on est sur quelque chose qu'on entrevoit, le potentiel qu'il peut y avoir. Tout n'est pas joyeux, tout n'est pas... On vient pas de changer la face du monde totalement. Mais on est peut-être en train de prendre un autre chemin que celui qu'on allait prendre. Et donc, juste ça, voilà. Vous voyez comment, ok, il y a une légère différence, bah du coup on se décale légèrement sur le chemin. Et c'est ça que nous montre l'auteur par sa mise en page. Mais c'est un auteur qui, en réutilisant toujours les mêmes chara-design et en ayant des BD très dépouillés, peut peut-être faire peur au lectorat, car en fait on a l'impression que c'est des BD plutôt vides, alors qu'en fait c'est des BD justement qui sont vraiment très pleines, mais d'une manière auquel on n'est pas forcément habitué, parce que là c'est pas par le dialogue qu'on va nous faire comprendre les choses, c'est par la mise en page. Donc c'est des BD où effectivement tant que vous les avez pas lus, vous ne comprenez pas la puissance narrative. Si vous juste vous regardez, bah, là comme d'habitude je mettrai des vignettes, hein, mais vous voyez juste une page comme ça en feuilletant un bouquin, vous dites oui bah c'est plutôt vide. Non,
ça raconte beaucoup de choses, mais ça demande à le lire pour le voir. Là, cette BD-ci, dans les faits, elle doit faire, je sais pas, c'est entre du 48 et 60 pages. Vous devez pouvoir la lire en 10 minutes, en fait, ça se lit très vite. C'est peu de dialogues, des dialogues assez bateaux, on va dire. Mais comme je dis, par des dialogues très bateaux, en fait, l'auteur vous dit beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Donc c'est une BD qui se lit vite, mais qui va laisser un sentiment, en fait, de beaucoup. Vous dites 15 € pour 10 minutes de lecture, j'en ai pas pour mon argent. En fait, si. Là, très clairement, vous la lisez, même si vous l'avez lu vite. Le fait est que, oui, vous vous sentez différent après cette lecture. Donc, vous sentez que oui, l'argent que vous avez dépensé dessus est mérité. Parce que concrètement, vous allez voir que, ouais, en fait, ça a travaillé sur... Voilà, c'est vraiment une question de... C'est à la lecture que vous allez sentir toutes ces émotions-là. Bref, tout ça pour dire que Jason, c'est absolument génial de vous intéresser, de vous inviter à vous intéresser à cet auteur qui n'est pas assez connu à mon goût. Voilà, Jason.